Et mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair. Les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non? Alhamdoulilah Sénégal Mungi Djom Kanam, Salam Transport, Yangi Dor War, PDG Fomo Defat. Let's get it! God is the greatest, man. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir une world star. Chanteur, poète, homme de cœur, philanthrope, homme qui dénonce et qui nous fait du bien. L'homme que l'on nomme Youssou N'Dour. Take a seat. Check. J'adore le rythme de la présentation. Ça va? Ça va, tonton? Mais je suis content d'être là. Tout le plaisir est pour nous. Je suis content d'être là. Merci. Franchement, c'est une fierté de te recevoir, clairement, parce que tu nous as accompagnés tout au long de notre vie. Tu nous as donné de la force, du courage. Tu as été un VRP pour le Sénégal. Tu vois ce que je veux dire, à l'échelle mondiale. Et merci, déjà. C'est moi. C'est moi. Donc, quand on fait autant de choses et qu'on se retourne, qu'on voit des plus jeunes, tu vas s'approprier la chose. On est fiers. On a un sentiment de fierté, quoi. Merci, tonton, ça fait plaisir. Bon, c'est un euphémisme, mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, moi, je suis Youssou N'Dour, chanteur, activiste et vraiment homme de culture du Sénégal. J'exerce ce truc depuis que j'ai 13 ans. Maintenant, j'ai plus de 60. Donc, j'ai aussi eu des expériences extraordinaires dans la musique, dans la culture et tout. J'ai porté des combats, notamment contre l'apartheid, contre la dette. J'ai aussi eu beaucoup de collaborations avec des artistes très, très, très connus dans le monde. On a eu à être parmi les précurseurs de ce qu'on appelle la world music, les musiques qui viennent de partout et qui se sont mélangées avec beaucoup d'autres gens. Et voilà, je continue à être passionné. J'ai servi mon pays, d'abord par la musique, après, bon, j'étais ministre de la Culture et tout, du tourisme. Je continue à défendre cette jeunesse africaine qui a son mot à dire sur son avenir. Donc voilà, je suis là et je continue à être passionné par ma musique, par l'art, et je continue, et je suis à la veille de la sortie d'un nouvel album. Magnifique, tonton. Sincèrement, on va retracer la petite vie, le parcours forcément. Donc, moi, je veux que tu me parles de ta jeunesse à Dakar et à la Médina, si on doit être un peu plus précis, s'il te plaît. Très bien. Moi, je suis né à la Médina. La Médina, c'est un quartier très populaire qui est entre la ville et un peu la banlieue, qui est devant la ville d'ailleurs, et que c'est un quartier quand même qui avait beaucoup de ressources au niveau qualité et tout, mais qui a toujours été considéré comme un quartier pauvre et tout. Donc, je viens de là, et c'est là où j'ai grandi avec ma grand-mère, avec qui j'habitais. Et ma grand-mère vient d'une famille griotte. Les griots, c'est les conteurs, qui racontent l'histoire, gardent l'histoire et racontent l'histoire quand il n'y avait pas la télé ni la radio. Donc, à la Médina, donc, nous avons grandi avec de la solidarité, à l'écoute de l'autre, jouer du football dans la rue, faire des soirées de week-end avec ce qu'on appelle les kassaks. C'est en fait quand il y a la cérémonie des circoncisions, et le soir, on organise des fêtes, et c'est très prisé durant les vacances. Donc, j'en ai fait énormément. C'est à la Médina aussi que j'ai rencontré
vraiment beaucoup d'autres artistes qui sont devenus des potes avec qui on a vraiment avancé. Pavé le chemin. C'est fait le chemin et c'est à la Médina que tout s'est forgé. La personnalité, la force, la détermination, l'inspiration et tout s'est forgé là. C'est magnifique, tonton. Et l'ambiance même au sein du foyer, c'était laquelle? Parce que toi, t'as grandi avec ta grand-mère, t'as vécu sous sa houlette, hein, j'ai presque envie de te dire. Mais comment c'était? Ah oui, mais c'était une maison avec plus de 30 personnes déjà, parce que c'est la grande famille, tous les enfants de ma grand-mère, de mon grand-père et tout, pratiquement, à part ceux qui ont eu des mariés qui sont sortis de la maison, donc tous les petits-enfants étaient là. Moi, donc, bon, voilà, j'étais là. C'est une maison où on mange ensemble, on fait tout ensemble. C'est quoi? C'est 250 mètres carrés. Voilà, tout le monde est là. Moi, j'avais l'occasion, quand j'étais beaucoup plus petit, de dormir près de ma grand-mère. Vous voyez? Donc, une ambiance vraiment de maison, de symbiose, en fait, d'une famille qui allait ensemble. On voyait les échecs des uns des autres, l'avancée des uns et des autres. Chaque fois qu'il y avait, des réunions de famille où il fallait parler à l'autre, il fallait aller à l'école, etc. C'est vraiment toute une vie dans une maison. Je comprends totalement. Et d'un point de vue social et sociétal, comment on voyait les griots? Parce que tu sais, le Sénégal est aussi régi par des castes, etc. Donc, et là, je te parle dans les années 60, 70. Voilà, donc le griot a toujours existé dans la société, a joué un rôle très important. Selon les périodes, l'importance ou la catégorisation prend de l'ampleur. Mais le griot a toujours été gardien de l'histoire et transmettre l'histoire. Garder l'histoire et transmettre. Parce qu'avant, il n'y avait pas la télé ni la radio. Donc, c'est dans les cérémonies que tout se passait. En fait, tout ce qu'on partage aujourd'hui, c'est dans les cérémonies que ça se passait. Que ce soit des baptêmes, des mariages, même des cérémonies tristes, comme les décès et tout. Si les gens se parlent. Et c'est le griot qui transmet. Le griot qui est le parleur, qui sait chanter, qui entretient toutes les personnes autour de l'événement et qui avait aussi des connaissances historiques. D'où tu viens, la connexion entre les familles. On peut être dans le même quartier, on ne sait pas qu'on est parents et c'est le griot qui vous dit que ton grand-père a rencontré tel. C'est pour cela que celui-là est né. Après, il y a une connexion de mariage, il y a une connexion de telle chose. Le griot a toujours joué ce rôle-là et continue. Non, si je peux me définir moi comme un griot, je suis un griot des temps modernes. Parce que, en fait, j'ai moins raconté l'histoire, j'ai raconté ma société que j'ai vécue, que je vis. Donc, un griot moderne. Un griot authentique, c'est l'historique. Un griot moderne, c'est celui qui prend, quand il est né, à partir de ce qu'il connaît. Bien sûr, il aura toujours des connaissances antérieures par ses parents, mais il raconte ce qu'il vit. C'est ça, le griot. Et toujours, même ces temps, actuellement, le griot a un rôle très, très important avec notamment les réseaux sociaux et tout. Les griots, ce sont des artistes, ce sont des gens choyés, recherchés pour qu'on vous parle de votre histoire. Absolument. C'est très important. Quand vous voyez, par exemple, un mariage aujourd'hui, il y a le côté moderne où la mariée est en blanc, toutes les choses comme ça, tout ce qui est standard moderne, disons. Mais à côté de ça, dans la cérémonie même, il y a un côté traditionnel qui est géré généralement par le griot. Et c'est très bien précisé, très bien expliqué, tonton. Et tu sais, toi, t'es fils de griot, mais t'aurais pu ne pas avoir la voix aussi, les cordes vocales. Oui, bon, ça, il y a des choses inexplicables. On vient tous de ma grand-mère. Ma grand-mère vient de ses parents. Donc, pourquoi, à un moment, il y a quelqu'un, une seule personne ou deux ou trois personnes qui ont ce truc-là? Ça, c'est inexplicable. Après, quand on a les fibres, c'est-à-dire on a osé et on a une voix,
un don de chanter et que tu attires l'attention, c'est là où ta mission commence. Donc, moi, je savais pas parce qu'en fait, moi, mon père n'est pas griot. C'est ma mère qui est griotte. Et donc, comme j'étais du côté de ma grand-mère, comme je l'ai expliqué pour ne pas me répéter, donc, mon père tirait, quand j'étais très jeune, tirait pour que je continue mes études, que je ne fréquente pas, que je ne prenne pas cette voie. Il faut dire qu'aussi à l'époque, bon voilà, il n'y avait pas une bonne réputation pour les musiciens, pour les chanteurs et tout. Il voulait, comme lui, il n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école, il voulait que moi je continue mes études, il voulait que je devienne, voilà, docteur ou quelque chose. Donc il tenait parfaitement, il tenait absolument à ce que je continue l'école. Donc c'était un tout petit peu cette période où moi je voulais faire de la musique, ma mère m'encourageait. Et donc, après, voilà, très jeune, on a senti par les manifestations et tout que j'avais une voix qui attirait, j'avais quelque chose. Et là, quand j'ai pris conscience, j'ai aimé ça. Après, comme on dit, le talent seul ne suffit pas, j'ai beaucoup bossé. Et le temps t'a donné raison, j'ai envie de te dire. Et donc, tu as beaucoup bossé. Ton père, voilà, voulait un parcours un peu plus académique. Mais il est fier aujourd'hui. Il est très, très, très. Ça fait chaud au cœur. Et comment, toi, t'as fait justement pour imposer ta patte? Parce que déjà, ton père n'était pas très emballé. Je pense que du côté de ta grand-mère, on te soutenait beaucoup. Ouais. Mais comment, toi, comment t'as fait, pour te dire que t'allais avancer et que t'allais même en faire ton métier? Oui, je l'ai bien écouté. Il m'a dit, un jour, quand c'était chaud, il m'a dit, bon, moi, je veux pas que tu sois dans la drogue, je sois pas, toutes les choses comme ça. Il avait peur. Et moi, je lui avais dit, non, moi, je serai pas dans ces trucs-là. Je serai passionné par ma musique, je vais continuer et tout. Et tout mon parcours, j'ai essayé de lui démontrer ce que je disais. Okay. Et il était très fier. Et après, quand il a vu que bon, voilà, il y avait beaucoup de résultats qui arrivaient par rapport à mon travail, par rapport à la musique, que ça devenait énorme un peu partout dans le monde, il avait un sentiment de fierté. Et il me disait tout le temps, je t'avais prévenu, donc tu n'as pas glissé. Ah, c'est beau. Et on aime ce genre de précision ici, ce genre de détails, sincèrement, tonton. Et j'avance un petit peu dans le temps. Toi, tu as 19 ans, tu fondes ton premier groupe Étoile de Dakar. Déjà, c'est quoi le premier feeling qui t'anime? Parce que au départ, t'es un chanteur de quartier. Et par la suite, tu gagnes en notoriété, en renommée. Est-ce que c'était quelque chose qui était facile à gérer? Écoute, j'ai été épaulé, hein, comme tout le monde. Moi, j'ai eu des oncles, des oncles, des amis de mon père, des amis de la famille et tout, qui étaient bien placés, qui étaient dans le showbiz. Par exemple, quand tu vois l'école des arts, j'ai fréquenté l'école des arts parce qu'il y avait un oncle, quand c'était chaud avec papa, pour avoir l'autorisation, il est venu voir mon père pour lui dire, bon, écoute, moi, je vais le prendre à l'école des arts. Comme il y avait le mot école, donc le papa était école. Donc, j'ai été toujours épaulé, conseillé, et j'écoutais. On me dit que j'ai une capacité d'écoute, donc j'écoutais pour essayer de prouver à l'autre qui me conseillait et qui me regardait à travers tout que j'avais de la volonté, j'étais passionné par ça. Donc, voilà, au moment où je chantais dans une pièce de théâtre de mon quartier, c'est ça que c'est parti. Et donc, dans cette pièce, je chantais et on était en compétition avec d'autres quartiers dans un endroit et nous, on a gagné le premier prix. Et un des membres du jury était l'un des les musiciens les plus connus du Sénégal. Et il m'a dit, est-ce que tu veux chanter avec un orchestre? J'ai dit oui. Et il me donne rendez-vous une semaine après. Il m'amène dans un groupe qui s'appelle le Diamono. C'est pas le Super Diamono, mais un orchestre Diamono à Koloban, qui était proche d'ailleurs de mon école. Et c'est là où j'ai commencé à fréquenter les instruments modernes et tout, chanter. Et c'est là où j'ai été, par une occasion d'un concert à Saint-Louis, connu à travers la radio nationale. Donc, vous voyez, donc, il m'amène dans cet orchestre, je continue, et après cet orchestre, bon, voilà,
il y a les précisions avec mon père et tout, pour qu'il m'autorise à aller. Et donc, j'ai rejoint le groupe Star Band de Dakar, qui était un groupe phare, très jeune. Et c'est là où on a commencé à faire des albums jusqu'à ce qu'on crée notre propre groupe, l'Étoile de Dakar. Et après, je suis parti en solo. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu gagnes bien ta vie? Oui, la première chose que j'ai eu à faire, c'est d'abord de remplacer Oui, je commençais à gagner un peu d'argent à l'époque. Voilà. Et je commençais à remplacer un peu mon père sur la dépense. Ah. Donc voilà, lui, il avait en charge, vous avez en charge tout ce qui est dépenses, tout ce qui est pour la maison et tout. Et donc, quand je gagnais de l'argent, je dis, OK, moi, j'ai gagné ça. Maintenant, toi, tu ne fais plus ça. Moi, je le fais. Et donc, en passant par lui. Donc, j'ai commencé à aider, à prendre une place dans la famille et de m'occuper de certaines choses parce que comme je gagnais de l'argent, je n'avais pas vraiment d'autres choses, je vivais bien avec. Donc, j'améliorais les conditions de vie en aidant mon père. Tu sais, je l'ai dit précédemment, mais il y a un vieil adage qui dit que c'est celui qui ramène l'argent au foyer qui est le patron. Ah non, moi, je n'étais pas le patron. Moi, je pouvais pas dérailler. Je ne peux même pas jusqu'à présent dérailler parce que mon père, il vit. Alhamdulillah. Donc, je ne peux pas dérailler. Moi, j'ai peur de mon père. À moi, tu vois, le leadership, c'est mon père. Ah. Après, je l'ai même chanté. Après, bon, voilà, c'est le père. Après, c'est le premier fils ou le premier enfant. Après, les autres, ils suivent. C'est comme ça qu'on crée cette dynamique de respect et d'écoute et de leadership dans la famille. Ah non, moi, j'ai toujours eu... Tu restais à ta place. Ah oui. Et tu sais, on avait reçu il y a quelque temps Koffi Olomide et qui nous disait que au Congo, c'était... il fallait mériter sa place au soleil, qu'il y avait une grosse compétition. Et au Sénégal, tu vois, c'était visiblement la même chose parce qu'il y avait Omar Pène, il y avait Thione-Seck. Oui, bien sûr. Là, je fais appel à ma mémoire. Ismaël Lo, Fatou Guewel Diouf, même si c'était sur un autre registre, c'était après. Mal, ouais. Exactement. C'était le même cas de figure? Bon, j'aime pas commenter les autres pays, comment c'est trucs. Ok. En tout cas, au Sénégal, c'était, oui, les gens qui essayaient toujours d'en faire un truc de compétition. Et nous, tous, l'esprit qu'on a toujours eu, c'était, nous ne sommes pas dans un terrain de football. Nous ne sommes pas des équipes de football. À l'époque, on disait, je ne suis pas Giraffe Nigia, qu'il faut que quelqu'un batte quelqu'un. La musique, c'est d'abord la symbiose, c'est la complémentarité. Et nous, c'était le discours. Bon, maintenant, les fans, voilà, disent, ah, mon chanteur est plus fort, il est plus populaire, etc. Tout ça, on l'a vécu, mais ça n'a jamais déraillé. Je vois que dans certains pays, voilà, ça, c'est allé trop loin. Mais Dieu merci, nous, chez nous, ça a toujours été le respect, la reconnaissance de l'autre, la symbiose. Et bon, voilà, les fans déraillaient des fois. Et, bon, mais c'était sain. Ouais, c'était sain. D'accord. Eh ben, c'est le principal, tonton, sincèrement. Et tu sais, toi, tu as utilisé ta musique comme un outil pour transmettre des messages, tu vois. Et ça, c'est très fort. C'est très fort. Dès le départ, toi, c'était ton leitmotiv, c'était ce qui t'animait? Ah oui. Ah oui, la musique, je veux dire, on est conscient que c'est pour de l'entertainment, mais on est conscient aussi que c'est une force qu'on pouvait utiliser pour faire passer des messages. Et ça a été toujours bien compris. Nous avons fait la promotion des droits de l'homme. Nous avons dénoncé l'apartheid avec la musique. Nous avons combattu pour qu'il y ait l'effacement de la dette. Donc, il y a eu beaucoup de choses. On a été conscient que la musique pouvait accompagner pour régler ces problèmes-là. Ouais. Et c'est très noble. C'est très noble. C'est une des raisons. Pourquoi c'est très noble, hein, tonton, sincèrement. Et moi, tu sais, ce qui m'intéresse dans ton parcours et ce que je trouve grand, c'est que tu es passé à l'international avec beaucoup de textes en Wolof. Ouais. Tu vois? Oui. Là où parfois, en maison de disques, on te demande de faire des deals, à savoir pour je suis passé aussi par mais toujours absolument, mais de prime abord, t'es venu avec les textes en Wolof. Mais tu sais, moi je considère que d'abord, la première langue au monde, c'est la musique.
c'est la première langue. Beaucoup de gens aiment des mélodies, des trucs comme ça, essaient de chanter même des trucs, ils connaissent même pas les paroles. Donc, c'est d'abord la musique. Ensuite, je pense que le monde a beaucoup évolué, même avant maintenant. Quelqu'un qui s'intéresse à une voix, un son, à une sonorité, peut aller tout de suite chercher pour dire à qui il parle de quoi. Ça sonne mieux avec sa langue. Ok. La langue qu'elle maîtrise. Mais je sais aussi que ma meilleure langue pour transmettre ce que j'ai envie de dire, c'est le Wolof. C'est comme ça, c'est ainsi. Et le message est passé, hein, tonton. Et voilà, tu es en train d'avancer, tu gagnes en notoriété, tu commences à faire des tournées, tu commences à t'établir, hein, et être un VRP pour le Sénégal, la vitrine du pays. Moi, je veux savoir comment toi, tu as fait pour endosser cette pression. Parce que au départ, tu chantais, comme tu l'as si bien dit, tu étais familial, tu aimais beaucoup cette passion. Mais là, c'est quelque chose de plus grand. Là où tu n'as peut-être plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus le droit de te cacher. Oui. Après, donc, au fil du temps, voilà, tu es conscient, mais il y a un jour quand même où quelque chose s'est passé et ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait prendre conscience de mon rôle et de ce que je suis devenu. Un jour, j'étais en Allemagne, en concert de début, et on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un incident chez moi, dans mon local, qui était très connu, et que quelqu'un qui n'était pas normal était venu avec une arme blanche et a confondu une personne, une femme, qui me ressemblait un peu physiquement, et l'a poignardé. Et malheureusement, cette personne est décédée. Et donc, je suis resté 3 jours en Allemagne. Quand on m'a dit ça, j'étais très, très, très choqué. Mais quand j'ai vu que 3 jours après, le journal le plus populaire en Allemagne avait écrit cela pour montrer, et c'est à l'époque, je veux dire, c'était pas comme ça aujourd'hui, a écrit ça en disant que je suis en concert, mais il y a un incident qui s'est passé au Sénégal et tout. Ce jour-là, je me souviens, après le concert, nous sommes rentrés sur le Sénégal, je devenais conscient de la popularité, de la vitrine que je devais faire beaucoup plus attention, je devais être beaucoup plus regardant sur beaucoup de choses. Et je tiens à le dire parce que après, on est dans la mouvance du succès, de toutes les choses qui se passent. Tout est nice, mais il y a eu quand même des périodes sombres, difficiles, qui ont fait que vous prenez conscience tout de suite et que vous soyez conscient que, en fait, vous êtes en mission pour votre pays, pour votre musique, pour votre passion, et vous n'avez plus droit vous devez être regardant. Voilà. Exactement. Et tu vois, tonton, c'est très, j'ignorais, hein, cette anecdote, donc merci beaucoup. Et tu sais, aujourd'hui même, pour parler des artistes américains, etc., quand ils prennent la parole, tout le temps, ils nous rappellent qu'ils sont que des hommes, qu'ils peuvent commettre des erreurs comme tout un chacun, etc., tu vois. Et malheureusement, quand on voit des stars, parfois, on aime tellement le côté artistique qu'on oublie ce paramètre-là que je viens de te citer. Ouais. Toi, tu vas comprendre là où je veux en venir, c'est que malgré toutes ces années de succès, tu as décidé de rester à Dakar. Oui. Et là, Dakar, c'est ton pays, c'est ta ville, pardon, le Sénégal, c'est ton pays, mais c'est pas quand même une chose aisée. Oui et non. Dis-moi tout, tonton. Oui et non, je sais que, d'abord, je sais que, les gens qui ont choisi de vivre en Europe ou aux États-Unis en tant que musicien africain et tout, ils ont leur raison et j'ai rien contre, au contraire. Mais il y avait quelque chose qui me retenait. Moi, j'ai eu cet attachement avec ma grand-mère, avec ma mère et tout. Et ce qui me donnait pas le droit d'aller habiter où je veux et d'être aussi libre sans être attaché avec ça. Et je sais que ma grand-mère, après, moi j'habitais chez elle. Après, j'ai une maison où il y a tout. Je viens et dis, OK, tu as une chambre maintenant, tu vas déménager. Et elle me dit, quoi? Moi, je ne bougerai pas d'ici. Donc, vous voyez,
rien que la maison, de maison en maison. Après, tu n'oses même pas penser habiter en France ou aux États-Unis et faire venir ou penser. Donc, il y a un lien très fort qui fait que j'y ai même pas pensé. Et je me disais que bon, je pouvais partir de Dakar. Parce que, en fait, pour être un artiste qui vit en France, être en France et tout, c'est parce que tu es connu en France, tu travailles en France. Mais moi, je suis connu dans le monde. Donc, même si j'habitais en France, j'allais quitter la France pour aller un peu partout dans le monde. Je me dis, comme on a l'aéroport, donc je préfère quitter Dakar et partir un peu partout dans le monde. Et voilà, c'est aussi simple et ça se passe bien. Ça me permet aussi, comme je fais des rencontres sonores, je rencontre des artistes, j'en ai beaucoup fait. Chaque fois, je reviens avec des choses. C'est comme si je venais les présenter à mon environnement qui est Dakar, qui est le Sénégal, pour être sûr que ce que j'avais fait, j'ai fait de l'extérieur est quelque chose qui est comme si j'étais un pêcheur qui allait dans d'autres côtes pêcher et ramène les poissons. Non, je suis sûr que les gens vont aimer. Eh ben, je comprends totalement, tonton. Et je vais rétro-pédaler en te parlant de tourner. Ouais. Mais tu nous fais du bien, c'est ça qu'on recherche ici. Cette force-là, tu vois, cette lumière. Mm-hmm. Tu sais, pour reparler une énième fois de Kofi, il m'a dit quand il est venu que toi, tu étais le champion. Parce que lui, il a fait une fois Bercy et toi, tu l'as fait plein de fois. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ce qui est bien et ce qui va dans le sens de ce que je te disais depuis tout à l'heure, c'est que tu as énormément de chansons en Wolof, mais quand tu vois ton public, il n'y a pas que des Sénégalais. Il n'y a pas que des Noirs. Ah non. Tu me suis? Mm-hmm. Et en fait, moi, je veux que tu me parles à partir de quand toi, tu as su que ta musique dépassait les frontières, que tu n'étais plus seulement rattaché au Sénégal. Mais tout à l'heure, je t'ai expliqué. Mm-hmm. Je t'ai dit que dès les années 80, dès la fin des années 80, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui voulaient aussi un peu plus. Et c'est Peter Gabriel, c'est Sting, c'est Paul Simon, c'est Tracy Chapman, c'est Lady Smith, Black Mambazo, c'est Nusrat Ali Faq. Donc, beaucoup de gens qui aspiraient à créer quelque chose et faire émerger quelque chose. Et c'est là où est née la world music. La world music n'appartient pas seulement au Sénégal ou à l'Afrique. La world music, c'est une rencontre quelque part où tout le monde amène une contribution. Et ça a été créé autour de moi. Et donc, on était là. Et quand cette world music, d'ailleurs, est née, effectivement, le monde entier s'est intéressé à ce que je fais, s'est intéressé à ce que nous faisions, ce que nous incarnions. Et c'est là où est partie la popularité dans le milieu qui n'est pas Wolof, qui n'est pas sénégalais, qui n'est même pas africain. Et c'est là où c'est parti. Et on a eu des expériences extraordinaires. Ça s'est popularisé en 94 avec le duo avec Néné Chéri. Mais voilà, ça a commencé bien avant. Ça a commencé vers les années 85-86. La world music. Et aujourd'hui, je suis fier de voir que tout le monde fait de la world music. On ne sait même plus qui c'est de la pop ou tout le monde mélange tout. Et c'est super, c'est ça que nous avons voulu. Mais c'était bien vu ça à l'époque? C'était très, très, très bien vu. Que tu sortes du mbalard comme ça pour faire de la world music? Non, mais je sortais pas. Je restais toujours au mbalard parce qu'il y avait une connexion avec le Sénégal. Ouais. Je vivais au Sénégal. Je faisais, en fait, en quelque sorte de carrière, deux carrières. Ouais. Une carrière locale et une carrière de world music. Je comprends, tonton. Et tu sais, tu gagnes en notoriété, etc. Bon, je vais répéter une énième fois que t'étais le VRP du pays, etc. Mais est-ce que, en termes de discours, on peut être aussi rude, dur qu'au début, quand on connaît un peu les ministres, quand on connaît le président, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que bon, quand même, il faut pas se sous-estimer. Un président, un ministre, c'est une personne. Hein. Vous partagez quoi? Le même pays. Hein. Le président, il a une force.
toi aussi, tu as une force. L'avancement du pays dans ton domaine te concerne aussi, même si tu n'es pas président ni ministre. Donc, il faut parler. Maintenant, ça ne veut pas dire aller dans le même sens. Ça ne veut pas dire ne pas avoir des contradictions. Moi, j'ai connu les présidents du Sénégal. Ça ne veut pas dire que j'ai eu des chansons qui ont heurté certains présidents. Parce que le contenu même était plus important que le président. Ça concernait le peuple, la population. Donc, quand on a eu, ça c'était Diouf, de l'époque de Diouf, quand on a eu le problème de l'électricité, au vrai sens du mot, j'ai fait une chanson pour dénoncer toute cette politique sur l'électricité, sur l'énergie et toutes les choses comme ça. Donc, tout le temps, il faut, soit ce sont des chansons, soit ce sont des positions. La dernière position, vous le savez, quand Macky Sall a voulu repousser les élections, j'ai dit non. Et j'étais son ministre avant. J'ai dit non. Moi, je ne suis plus dans cette démarche. Il faut laisser la démocratie continuer et souffler. Il ne faut pas bloquer les choses. Je n'étais pas d'accord avec lui. Donc, ça ne veut pas dire aussi que vous ne participez pas. Ce qui est des fois dommage, c'est dire « Ah non, moi, ce n'est pas mon problème, je fais mon truc à part et tout. » Parce que vous n'êtes pas concerné. Moi, je suis concerné, moi, je vis là-bas. Je vis ça et je sais que je peux faire quelque chose qui peut participer à promouvoir des avancées. Ah, je le fais. C'est ça, mon expérience et ma loyauté et ma reconnaissance par rapport à mon pays ne me permet pas de croiser les bras. Non, no way. Et est-ce que parfois tu trouves que les gens demandent trop aux artistes, aux chanteurs? Bon, vous savez, l'entertainment, c'est aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de commentaires. On te demande, on t'interpelle, on regarde tes gestes et tes faits, on les commente, les choses comme ça. Oui, ça fait partie de la vie. Je veux dire, il y a des artistes que je respecte énormément qui disent que moi, je vais pas me mêler de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas artistes, ils sont talentueux. Ils ont juste dit, moi, je me mêle pas de ça. Je fais mon petit truc, je suis mon chemin et tout. Ils ont aussi beaucoup de mérite. Mais moi, je suis un artiste engagé. Un artiste engagé qui regarde les choses et qui essaie de contribuer pour que les choses avancent. J'écoute aussi. Et non, c'est tout à ton honneur hein, que le fait que tu veuilles partager, que tu donnes ton avis surtout, hein, sincèrement. Et tu vois, toi, tu as été, comme tu viens de le dire, aussi dans la politique où tu as été conseiller, etc. Pourquoi cette envie? Bon, voilà, en 2011, il y a eu cette tentative de passer le pouvoir par de père en fils ou en tout cas une monarchie, des choses comme ça. Je suis pas d'accord avec ça, donc je me suis battu pour ça. Et ça a été l'occasion aussi où Macky Sall était en train de chercher le pouvoir. Donc, voilà, moi, je me suis battu contre, tu vois, la monarchisation du pouvoir du temps de Wade. Donc, ça tombait aussi avec Macky Sall qui voulait chercher le pouvoir. Donc, on était en phase sur ça. Donc, il a gagné. J'ai fait participer à le faire gagner. Et donc, après, il me dit accompagnement. Comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, moi, je suis concerné par le pays. Je l'ai accompagné. Et je pense que je l'ai bien accompagné comme j'ai pu. Et le moment où je pense je le vois dérailler, j'ai dit no way. No way. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté la politique ou de m'impliquer. J'ai dit non, oui, là, je ne vous suis pas. Je suis de l'autre côté. J'écoute le peuple et j'accompagne le peuple dans ce sens. Et maintenant, bon, voilà, on verra au fur et à mesure. En tout cas, tu es en phase avec toi-même et ça, c'est le plus important. Ça, c'est très important, sinon, bon, voilà, ça ne le fait pas. Je peux que respecter ça, tonton, sincèrement. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai posé la question, parce qu'ici, on parle de tout. Hein. Oui, bien sûr. Tu connais, hein. Oui. Et tout à l'heure, je te disais que tu commences à gagner de l'argent parce que tu travaillais dur et parce que les choses avançaient dans le bon sens pour toi. Moi, je veux que tu me dises, à partir de quand tu as eu le déclic de diversifier tes business? Parce que tu sais,
On a vu des artistes gagner beaucoup d'argent et retomber dans les méandres comme ça, tu vois, dans la difficulté. Oui. Et toi, tu as eu cette malice de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Bon, oui et non. Il faut le dire, tonton. Non, mais ça démarrait par des choses qui se... Il n'y avait pas une vision ou un objectif à atteindre. Il n'y avait pas. Au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à avoir du succès. Il n'y avait pas de matériel sonorisation sur Dakar, assez en tout cas, pour pouvoir, avec mes ambitions. Donc, j'ai un peu d'argent, je vais acheter du matériel. Je ne peux pas m'en occuper. Je cherche un gérant. Et ce gérant-là, il me dit, moi, je crée une société. Et le matériel, il est utilisé par moi, pas chaque jour. Après, il me dit, oui, quand tu joues, le matériel, il est là, mais quand tu joues pas, moi, j'ai besoin de rentabiliser ce matériel. Je lui dis, OK, allez-y. Il crée une société et quand je joue pas, il loue le matériel à d'autres. Il rentabilise. C'est comme ça que c'est né. Donc, et après, voilà, il y a d'autres gens, artistes qui veulent avoir mon influence artistique et tout. C'est de la production. Il me dit, je crée un département de production qu'on va appeler tel. Et donc, voilà, comme ça, dans le studio, tu peux aider des gens à faire des productions et tout. Après, il me dit, OK, il te faut un studio d'enregistrement. Tu peux pas prendre tout ton temps à Paris, être dans le studio, tac, tac. J'ai dit, effectivement, j'ai envie de studio. Je gagne de l'argent, je mets un studio en place. Le studio appelle le label. Le label, la sonorisation appelle les artistes. C'est comme ça que c'est. Donc, il y a une gestion de quelqu'un qui est gestionnaire, qui gère ça. Je le vois même pas, mais la chose tourne. C'est comme ça que c'est parti. Ça crée des emplois. Il y a des gens qui y travaillent. La chose tourne, ça ne me gêne pas. J'ai tout ce qu'il faut sur place. J'ai le studio d'enregistrement, j'ai la sonorisation. Après, je suis intéressé par une radio thématique parce que j'adore le sport. Je crée une radio qui s'appelle Sport FM, qui a d'ailleurs ici, c'était une connexion d'ici. J'achète le matériel, on parle que de foot, de sport, des trucs comme ça. J'étais super content avec ça. Tu vois, ça coïncidait avec le Sénégal qui est allé en 2002 à la Coupe du Monde. Donc, c'était un truc extraordinaire. Après, bon, j'ai rencontré des journalistes très connus à l'époque. Alassane Samba Diop, les Mamadou Ibra Kane et tout. Ils sont venus me convaincre pour me dire il faut en faire une radio généraliste. Donc, ils m'ont convaincu, c'est devenu une radio généraliste. Après, le groupe de presse est né naturellement. Parce que la radio appelle la télé, appelle le journal et tout. Mais c'est pas des choses qui me rapportent de l'argent. C'est le bouillonnement de quelque chose qui apporte un truc d'intérêt général, où des gens travaillent, où il y a une pulsion, mais c'est pas moi qui fais la programmation de la radio. C'est pas moi qui loue le studio. C'est pas moi qui écrit dans le journal et tout, mais ça crée un mouvement, un truc. Une émulation. Une émulation. Qui est où les gens y travaillent et tout, mais ça me rapporte pas de l'argent. Mais c'est quelque chose qui me rend très fier. Et c'est comme ça, c'est né. Après, bon, voilà, on peut jamais dire que ouais, demain tout voilà être rose et tout. Il y a des sociétés qui ont des problèmes, des trucs comme ça, mais je m'en occupe pas directement. Je fais toujours confiance à des professionnels. Si ça marche, c'est bien. En tout cas, on dit, le truc de Youssou N'Dour, ça marche, c'est bien, tac. Si ça marche pas, on me tape dessus aussi. C'est pas moi, directement. C'est pas moi directement, mais bon, voilà, c'est comme ça que c'est. Sinon, faire comme tout le monde. Je fais comme tout le monde. Tu gagnes de l'argent, voilà. Tu achètes une maison, tu y habites. Après, tu achètes une autre maison, voilà, tu la loues, etc. Tu investis. Ça, c'est quelque chose qui est toujours personnel. Moi, j'en parle pas. Tu vois, mes trucs personnels et tout, c'est pas la fin du monde non plus. Mais, bon, sur en tout cas, les sociétés, toutes les choses comme ça, ce n'est pas une intention de faire des milliards de l'argent. Il y en a pas. Mais c'est une émulation, comme on a dit, qui a été créée naturellement. Je viens de te raconter comment c'est né.
Exact, Voilà. exact. Non, je salue ta transparence, hein, tonton, sincèrement. Mais est-ce que ça, ça a été nourri par des rencontres que tu as fait? Tu vois, tu as rencontré des gens, des grands noms. Oui, Comme oui. tout à l'heure, tu disais les Sting, Oui, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, exactement. Peter, il a créé le label Real World. Et chez lui, c'est le studio, c'est tout un système qui n'a rien à voir avec sa carrière. C'est un système qui a aidé à propulser la world music. Ça s'appelle Real World. Papa Wemba, quand j'ai fait la tournée de Peter et quand j'ai commencé à avoir du succès et que je ne pouvais pas continuer la tournée, quand Peter m'a demandé, je lui ai dit, c'est Papa Wemba. Et Papa Wemba a été produit par Real World, le label de Peter. Vous voyez? Donc, ça a été effectivement naturel, mais inspiré aussi par d'autres. Carrément compris. Et pour rester toujours dans la thématique d'entrepreneuriat, etc., et l'Afrique, tu vois, on s'était vu à Dakar avec Ibrahima Silla. Non, c'est moi qui te remercie. Merci. Avec Ibrahima Silla, Salam Transport, hein, qui cartonne beaucoup au sein du pays et qui justement ramène une belle émulation, tu vois, que ce soit lui, que ce soit des entrepreneurs aussi qui viennent investir dans l'immobilier. Toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à la diaspora sénégalaise? Mais pas que, hein, je précise bien parce que, tu sais, je te dis d'emblée, mais il y a quelques années, les gens étaient frileux. Tu vois, ils avaient peur de retourner pour investir, pour développer des business. Mais d'abord, avant de parler à la diaspora, je parle à la France d'abord. Je pense que la France gagnerait énormément pour ses relations soient beaucoup plus claires, qui est dénoncée des fois par cette jeunesse, gagnerait à utiliser énormément la diaspora. La diaspora a cette chance de connaître les deux cultures. Et passer par la diaspora faciliterait énormément de choses. Tous les commentaires qu'on fait là sur la relation entre la France et le truc, par la diaspora, les choses seront très claires. Et je pense aussi que à partir du moment où la diaspora est considérée par ce côté-là comme moteur d'une relation saine, bien qui réponde aux commentaires de la jeunesse aujourd'hui, qui veut une révolution sur les relations et toutes les choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour la diaspora. En plus d'avoir la possibilité de faire directement, ils ont quand même cette culture, ils sont nés, il y en a beaucoup qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui peuvent utiliser ça, et la France peut utiliser ça pour que les relations entre l'Afrique et la France, d'une manière générale, et l'Europe, soient vraiment bien véhiculées et passer par la diaspora. D'abord, c'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est que voilà, je pense que aussi nous sommes dans un monde où l'égoïsme prend beaucoup, surtout de votre côté ici en Occident. Il faut voir que le monde, depuis la Covid, depuis tous ces problèmes-là, doit s'ouvrir. L'égoïsme doit nous quitter. On doit regarder l'autre tout en disant que c'est pas un obstacle, tout est de la richesse. Et à partir de ça, je pense que la diaspora pourra être mieux compris par les gens là-bas, mieux accueilli. Il y a énormément d'opportunités, il y a énormément d'énergie autour de la diaspora qui peuvent amener cette énergie-là. Et voilà, et je pense que, mais quittons l'égoïsme. Quittons l'égoïsme. Mais il y a tellement de possibilités. Et la diaspora, ben c'est leur pays, c'est leur continent aussi. Voilà. C'est pas de leur faute s'ils sont nés ici ou ils ont grandi ici, ils ont fait les grandes écoles ici. C'est un plus. Voilà, c'est maintenant les politiques françaises qui doivent réfléchir et utiliser cette énergie-là, cette réalité-là, pour mieux, en fait, avoir une relation qui est décriée aujourd'hui par cette jeunesse et que des fois, qu'on comprend parce que cette jeunesse africaine se dit, nous avons des ressources, nous sommes pauvres. Nous avons été colonisés, c'est comme toujours on est colonisé. Et donc, voilà, il y a certainement beaucoup de questions, mais j'encourage la diaspora à aller vers l'Afrique, mais à être aussi reconnu comme le link. Le message est passé, tonton, Yes. sincèrement. Et comment toi, tu vois aujourd'hui le développement du Sénégal
avec tout ce que je viens de te dire. Oui. Toute cette fraîcheur. Oui, moi je pense qu'on est dans une perspective positive pour le développement du Sénégal. Il y a de belles choses. Bon, Inch'Allah, on prie pour que ça se concrétise. Absolument. Bon, le Sénégal vient d'être un pays producteur de gaz, de pétrole, mais surtout un pays stable. Surtout un pays stable, démocratique, où il y a la liberté d'expression et tout. Donc nous avons toutes les chances pour réussir. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut que tout le monde se mette la main dans la main, comme je disais dans une chanson. Je saurais pas comment le traduire en français, mais je te laisse ça en wolof et après tu te débrouilles. C'est bu fukki nit di gas, fukki nit di suul, pënd ba mooy bari, waaye payoor du mën a am. Là, je te lance un défi. Tu vas vérifier ça et tu vas bien comprendre. Il parle vrai, hein? Ah, non, mais ici, c'est pour ça que je t'ai appelé ici. Parce que, tonton, c'est important. Hein? Merci déjà pour cette force que tu nous donnes, sincèrement. Et tu vois, même là, je vais dézoomer un petit peu en parlant d'Afrique. Tu vois, j'ai vu dernièrement, il y a Burna Boy qui parlait de toi en disant « Papa Youssou, c'est le leader, etc. » Il y a vraiment ce truc décomplexé où tu vois les gens, je vois vraiment une Afrique unie, où on veut faire sauter les barrières. Oui, ça c'est... Mais les jeunes d'aujourd'hui prennent comme référence et j'en suis très honoré. Et Burna, c'est mon fils. Bon, voilà... notre histoire est extraordinaire, comme d'autres. J'ai des petits frères comme les Fali, tous. C'est vraiment un truc. Et il faut voilà, une force. Tu vois, l'union fait la force. Et je pense que, bon, voilà, nous sommes dans une position avec notre parcours et notre expérience où on peut aider à ce que les choses avancent. Et bon, voilà, je suis très, très content qu'aujourd'hui, voilà, tous... ensemble, essayer de reconnaître qu'il y a des leaders, il y a des pères, il y a des grands frères, il y a des oncles qui sont là, qui ont vécu des choses et que si on pousse avec eux, on irait dans des lendemains meilleurs. J'en suis très fier. Et toi, tonton, qu'est-ce qui te pousse à continuer? Parce que tu as gagné des récompenses, oui. Parce que tu es un homme accompli. Là, il y a un nouveau projet qui sort, etc., avec toujours beaucoup d'attentes, etc. Toi, qu'est-ce qui te pousse à continuer? C'est la passion. C'est la passion. Je suis toujours passionné. Le jour où je serai plus passionné, je te dis, j'aurai un autre discours. Parce que dans ce que je fais, la chose qui est fondamentale depuis le début, c'est du vrai. C'est du vrai. Ensuite, c'est une passion, c'est du vrai, et ça devient mon métier. Combien de gens, alors dans ce monde, s'emmerdent, excuse-moi du terme, dans des boulots qu'ils n'aiment pas, juste pour gagner de l'argent. Toi, tu as un boulot que tu aimes. Tu es passionné par ça. Donc, le jour où je serai plus passionné, rassure-toi, je te dis, j'aurai un autre discours. Mais je suis toujours passionné. J'écris toujours, j'ai envie toujours de partager. La scène me parle, l'enthousiasme du public me parle. Tu vois, c'est pour cela, voilà, on remble le ballon. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Ça. Et tu le fais très bien, en tout cas. Bah, merci. Sincèrement, tu le fais très bien. Et tu sais, moi, je te le dis, et c'est pas de la flagornerie, tu vois, c'est et ce qui me touche et ce qui me frappe chez toi, c'est que, tu vois, on parle de succès depuis tout à l'heure, on parle de grandes choses accomplies, etc., mais tu es toujours près du peuple. Mais il n'y a pas longtemps, on s'est vu à Dakar, on est là ensemble. Mais c'est pour ça que je te dis. Je me souviens même plus depuis combien de temps j'ai pas fait d'interview. Tu vois. Non, je n'ai pas fait d'interview comme ça. Tu verras. Bien sûr. J'en fais pas beaucoup. Et je suis content de te parler parce que ton discours, il passe bien. Voilà. Et puis, bon, je vois que, voilà, il faut te parler. Donc, on se parle. Et on se parle dans un langage vrai. Absolument. Voilà, et puis après, on avance. Et tout ce que je peux faire, je le ferai
pour accompagner cette démarche qui est positive. Ça fait chaud au cœur, tonton, sincèrement. Et ce sera ma dernière question. Comment, parce qu'aujourd'hui, tu as des enfants, ils voient leur père avec beaucoup de fierté, etc. Si demain, un de tes enfants veut se lancer dans la musique, quel conseil tu lui prodiguerais, toi? Déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais pour eux? Bon, comme j'ai dit, on ressent la chose, voilà, on l'incarne. Après, bon, cet enfant aura beaucoup de chance avec notre expérience, avec notre parcours et tout. Mais bon, c'est pas quelque chose que nous attendons et tout. Chacun a son chemin tracé. Et je leur dis tout le temps, il y a une base qu'il faut toujours, c'est d'avoir une éducation, d'aller à l'école, d'avoir la possibilité d'être au niveau. Maintenant, des choses qui naturellement arrivent, si c'est en vous, c'est tac-tac. On ne peut pas naître, après se reconnaître et dire « j'attends que mon talent se réveille pour que... » Non, on fait step by step. Education, respect de ta culture, d'où tu viens, l'école, les niveaux pour être au niveau. Si entre-temps, quelque chose se réveille, ça peut être bien. Ça peut être bien parce que, bon, voilà, t'as derrière un papa qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Si ça ne se réveille pas, c'est pas la fin du monde. Chacun a, dans sa vie, sa destinée. Absolument, tonton. Merci, en Et tout ce cas. sera le mot de la fin, Merci tonton. beaucoup. Merci. Merci C'est sincèrement moi. à toi. C'est moi. Franchement. On a bien parlé. Hein? On a bien parlé, tonton. Ça fait plaisir. Moi aussi. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec le grand monsieur. Youssou N'Dour pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace! Merci, cher. We hustle, baby.